Très heureuse, Madame, Messieurs, de vous savoir nombreux à suivre cette émission Débat ouvert. Les débats ouverts de ce soir vous amènent une nouvelle figure. Il s'appelle Alexis Mutanda Ngoimwana. Avec lui, nous allons nous entretenir autour de sa candidature, le pourquoi de sa candidature et par rapport à tous les enjeux sur terrain, les incertitudes de la CENI, de tenir promesse jusqu'au 20 décembre 2023. Y aura-t-il élection? C'est dans ces cadres que nous l'invitons sur ce plateau des débats ouverts pour nous entretenir. Nous, sans plus tarder, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Président. En tout cas, tout le plaisir est pour moi de nous avoir accordé ces plateaux un peu spéciaux de ce soir. Mais nous allons dans le vif de notre émission. Vous êtes cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi et en même temps, vous êtes candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga. Pouvons-nous savoir un peu les raisons qui vous ont poussé à postuler comme candidat député? Oui, les raisons sont innombrables. Vous savez que lorsque vous vous trouvez dans un bateau avec des milliers de personnes et que ce bateau soit en danger de sombrer, puisqu'il y a peut-être un problème disons de tempête ou des raisons de surcharge, etc. Et lorsque le capitaine sort et vous dit que les moteurs du bateau sont en panne et qu'il faut que tout le monde, par exemple, disons, se mette à faire une opération comme jeter à la mer, disons, les surcharges du bateau. Alors, lorsque tout le monde sait que c'est pour la survie, non seulement de tous ceux qui sont dans ce bateau, mais qu'il s'agit également de la survie de vous-même, parce que si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, eh bien, vous plongez dans la mer. Alors, nous voyons notre pays à l'heure actuelle qui a des problèmes très sérieux. Des problèmes très sérieux sur le plan sécuritaire, des plans très sérieux sur le plan social, et puis des problèmes très sérieux pour notre jeunesse qui doit assurer, si vous voulez, l'avenir du pays. Alors, lorsqu'on voit, disons, ce bateau, ce navire qui s'appelle la République démocratique du Congo, en train de connaître ces temps orageux, je crois que tout le monde, absolument tout le monde, doit mettre ce qu'il peut mettre dans le bassin pour sauver la situation. Parce que nous avons un pays qui est très beau, très grand, un pays qui a de l'avenir, qui peut même devenir une des grandes puissances mondiales. Mais à l'heure actuelle, à voir comment nous tournons en rond, il est tout à fait évident que ce genre de situation, si vous voulez, va directement à la conscience. Et nous, comme personnellement, j'ai évolué dans l'UDPS, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors vous voyez qu'il y a là-dedans le mot union, il y a le mot lutter pour la démocratie, et puis ensuite la troisième étape c'est le bien-être social de la population. Alors ce que je viens de vous décrire pour le moment dans l'introduction, c'est tout simplement pour vous dire que nous sommes à cette étape, si vous voulez, du bien-être social de la population, et nous devons tous contribuer pour que ça puisse devenir une réalité. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui le candidat Alexis Mutanda compte apporter du nouveau dans cette législature, dans la législature prochaine, bien sûr, une fois élu député national? Mais vous savez, lorsqu'on dit que le pays a beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan même économique, des problèmes. Mais vous savez qu'après avoir accumulé de l'expérience professionnelle, d'abord sur le plan technique, parce que j'ai dirigé de grands projets lorsque j'étais à la SNEL. Je crois que vous savez que j'étais responsable des projets de construction de la ligne qui alimente Kinshasa, de la Inga, les barrages de Inga 1, Inga 2, j'étais impliqué dans leur réalisation. Et puis ensuite, j'étais également impliqué
dans la réalisation du projet Inga Shaba. Inga Shaba veut dire amener l'énergie de Inga jusqu'au Shaba, c'est-à-dire plus de 1700 km. À cette époque-là, tous ces projets pour les réaliser, j'ai travaillé avec des bureaux d'études, avec des consortiums, des sociétés internationales, avec des centaines de travailleurs congolais. Donc c'est une expérience technique qui peut être utile, si vous voulez, à notre pays. En plus, sur le plan politique, vous le savez, à l'UDPS, j'ai pratiquement parcouru un peu tous les échelons de ce parti. J'ai commencé d'abord comme secrétaire national aux relations extérieures. J'étais membre du comité national et puis ensuite je suis devenu secrétaire général du parti pour terminer comme président de la commission électorale. Et j'ai parcouru pratiquement le monde entier pour visiter les fédérations et les représentations du parti dans tous les pays du monde. Et puis j'ai parcouru toutes les provinces du pays pour voir l'implantation et prendre langue avec. Donc ça veut dire que c'est une quantité, si vous voulez, d'expérience qui peut être utile, si vous voulez, à la situation actuelle. Parce que notre président Fathi, comme on l'appelle, Fathi Beton, c'est une émanation, si vous voulez, de notre parti. Et il a en tête le programme de l'UDPS qui doit travailler pour la démocratisation du pays. Et puis maintenant, nous sommes pratiquement dans la phase d'assurer le bien-être social à nos populations. Et c'est un programme très vaste, très demandant, qui demande l'expertise et l'expérience de tout le monde. Et nous voulons offrir à notre président, à notre pays, à notre peuple, ce que nous avons acquis pendant toute notre vie comme expérience, etc. Et je pense que le problème qui se pose actuellement, vous le savez vous-même, le problème de notre jeunesse est un problème primordial. On voit dans la ville une recrudescence de ce qu'on appelle le phénomène de communat. Eh bien, pourquoi ces enfants, brusquement, ils deviennent si nombreux et puis ils deviennent professionnels et ils deviennent, disons, très astucieux dans ce qu'ils font? C'est tout simplement parce qu'ils se sont trouvés dans un environnement qui encourage, si vous voulez, cet aspect des choses. Je vous donne l'exemple des choses de drogue qui sont consommées par nos jeunes. Eh bien, c'est parmi ces drogues, vous savez très bien, il y a par exemple l'alcool. Le zodo est devenu maintenant une boisson courante à travers la ville. Les bombés. Et puis vous avez les bombés, vous avez des autres tabacs, même des boissons. Imaginez-vous une petite bouteille de zodo, par exemple, contient 45 à 48% d'alcool. Très dangereux. Sans compter bien sûr tous les colorants qu'on met, disons, dans ces boissons, et sans compter aussi la quantité de sucre qu'on met là-dedans. Alors vous comprenez que vous circulez même à travers la ville, sur la rue, mais vous voyez des personnes en train de tituber, des personnes en train de vous parler, de vous demander ceci, cela. Un phénomène qu'on ne voyait pas avant. Alors, est-ce que vraiment on peut croire que quand on a cet amour du peuple, cet amour du pays, quand nos jeunes tournent de cette manière-là, est-ce qu'on peut avoir un jour l'espoir que ce pays va progresser pour réellement atteindre les objectifs qu'il veut? Alors nous devons tous nous mettre à l'œuvre, les vieux comme les jeunes, les personnes de tous les sexes, les femmes et les hommes, etc., pour sauver ce pays du déni. Parce que le pays est en danger et réellement en danger. Sans compter bien sûr l'insécurité qui plane sur nos têtes depuis des années. 12 millions de morts à l'est du pays, les 20 dernières années, je peux vous assurer que c'est quelque chose.
Oui, vous êtes l'un des figures emblématiques de l'UDPS et de la politique d'une manière générale. Et vous n'êtes pas à votre première expérience étant que député national. Et si vous était demandé de parler aujourd'hui des axes prioritaires de votre projet des sociétés, si vous pouvons nous en citer, quelles seraient les priorités? Bon, vous savez que, comme je vous l'ai déjà dit, le pays traverse actuellement une situation qui est extrêmement critique. Extrêmement critique parce que lorsque on est informé de ce qui se passe, vous savez d'abord à l'est du pays, il y a cette situation sécuritaire qui est tout simplement catastrophique. On ne peut pas imaginer qu'en 20 ans, un pays puisse perdre plus de 12 millions de personnes. On ne peut pas imaginer non plus que dans une seule région de Nord et Kivu et l'Ituri, que vous puissiez avoir plus de 200 groupes armés qui opèrent dans cette région depuis plusieurs années. On ne peut pas imaginer non plus un pays où vous avez des étrangers comme les Mbororo qui habitent actuellement dans la province du Bazuélé depuis bientôt plusieurs années. Vous ne pouvez pas vous imaginer non plus un pays où vous avez des richesses du pays qui sont pratiquement vandalisées, si vous voulez, par les pays voisins. Lorsqu'on pense au gaz méthane du lac Kivu, depuis des années, c'est le Rwanda qui tire ce gaz, disons, de ce lac, tout en sachant que le lac Kivu, c'est le lac qui sépare deux pays. Vous avez la même situation dans le lac Édouard, où vous avez des milliards et des milliards de mètres cubes de pétrole qui sont tirés uniquement par l'Ouganda, et du côté congolais, vous n'avez aucune activité. Donc cette situation, vous avez le coltan, le coltan à l'est du pays qui représente une réserve mondiale de plus de 60% de disponibilité sur le territoire congolais. Et depuis plusieurs années, le Congo n'exploite pas, si vous voulez, ce minerai, disons, de la manière, si vous voulez, qu'il faut. Alors tous ces problèmes-là, comparés avec le niveau de vie de nos populations, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur du pays, je crois que ce sont des problèmes, si vous voulez, qui vous viennent à la conscience, que vous le vouliez ou pas. Alors, si on me demande aujourd'hui les priorités, bien sûr, nous avons parlé tout à l'heure du problème de l'alcoolisme, dans lequel une grande partie de notre jeunesse est impliquée. Vous avez des problèmes de chômage. Toujours les jeunes qui terminent leurs études et qui n'ont pas de travail. Et même des pères de famille qui sont au chômage depuis des années. Tout ça, c'est autant de problèmes. Regardez par exemple dans la capitale, Kinshasa, qui est notre lieu de résidence. Mais le problème de transport, le problème de déplacement dans la ville de Kinshasa est devenu un gros problème. Pour quitter Mbinza, arriver jusqu'au centre-ville, il y a des jours, si vous n'avez pas la chance, vous pouvez faire facilement 4 à 5 heures dans des embouteillages. Et ce sont des problèmes qui semblent ne préoccuper personne. Or, ce sont des problèmes réels. Vous avez le problème de notre fonction publique. Eh bien, la fonction publique, la corruption est tout simplement généralisée. Si vous avez un problème, vous avez besoin d'un document, vous avez besoin de quelque chose, eh bien, il faut passer par des corruptions de toutes sortes. Alors, vous savez que ça ne fait pas très bien à la conscience. Nous avons connu ce pays bien avant l'indépendance parce que nous avons vécu cette période. Eh bien, lorsque nous comparons la situation de 1960, ce que nous vivons aujourd'hui, 63 ans après, eh bien, je peux vous assurer qu'il y a une distance de millions de kilomètres. Or, dans notre hymne national, qu'est-ce que nous disons? Debout Congolais, debout Congolais, debout Congolais.
et que par notre labeur, nous allons construire un pays plus beau qu'avant. Nous le chantons depuis 60 ans et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'on vit. Et tout ça, ce sont des problèmes qui demandent qu'il puisse y avoir des personnes au niveau de l'Assemblée nationale pour voir de quelle manière on peut légiférer, comment on peut proposer des lois qui puissent permettre, si vous voulez, à ce pays d'aller de l'avant et surtout à cette population qui le mérite de vivre, si vous voulez, dans un bien-être social de la population. Et ça, l'UDPS le dit depuis plusieurs années que nous luttons pour la démocratie et le bien-être social. Et alors, notre programme, est-ce qu'il y a une priorité là-dedans? Mais tout ce que nous venons de dire ici est prioritaire. À quoi, par où commencer, par où finir? Eh bien, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Les problèmes sanitaires, mais vous n'allez pas me dire... C'est également une urgence. C'est encore une urgence. Le problème de... Voyez par exemple les mamans veuves. Les mamans veuves, par exemple les veuves de nos militaires qui sont au front et qui mettent leur vie en danger tous les jours. Alors il est en train de combattre pour l'intégrité du pays et entre-temps il a laissé derrière lui une famille qui tient. Il ne sait pas nouer les deux bouts du monde. Alors les deux bouts qui ne savent pas le nouer. Et si jamais il lui arrive un malheur sur le champ de bataille, eh bien, quelques mois après, les autorités viendront demander à cette maman de quitter le camp militaire parce que le mari n'est plus là, d'aller rejoindre la famille. Mais quelle famille? Vraiment. En tout cas, plusieurs urgences à la fois. Donc, il y a beaucoup d'urgences à l'heure actuelle. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas attaquer tous ces problèmes. Donc, ça va dépendre de la manière dont les dossiers avancent et de quelle manière on peut aborder le problème. Et tout pourra se définir, si vous voulez, d'une manière... on ne dit pas qu'on va résoudre tous les problèmes en une fois, mais on peut faire les choses de manière progressive. Mais on voulait quand même savoir, M. Alexis Mukanda, vous êtes candidat au niveau de la circonscription de Lukunda. Pourquoi avoir choisi la circonscription de Lukunda, là où il y a quand même plusieurs candidats, plus de 1000 candidats même, et en lieu et place, par exemple, de votre territoire? Mais au départ, lorsque vous déposez la candidature, à cette époque-là, c'est tout le monde qui déposait la candidature et on n'avait pas l'information exacte sur le nombre. On a découvert le nombre lorsque la CENI avait retenu ce qu'il avait retenu et c'était plusieurs semaines après. De manière qu'on s'est trouvé dans un fait accompli. Mais pour ce qui est de Kinshasa, pourquoi Lukunga? C'est parce que j'habite Ngaliema, mise à Pigeon depuis plusieurs années. Je dirais plus de 40 ans que je suis ici. Alors, lorsque on postule pour l'Assemblée nationale, lorsqu'on est député national, en fin de compte, on s'occupe de tous les pays. Ça peut être la place où vous vivez, ça peut être peut-être, comme vous le dites, votre territoire d'origine, mais une fois que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous voyez les problèmes de manière globale, de manière nationale. Donc je crois qu'il n'y a pas une différence particulière. On ne va pas... s'il y a des problèmes à Lourosi, il y a des problèmes à Kolwezi, il y a des problèmes, je ne sais pas, à Chikapa, des problèmes, je ne sais pas moi, qui Sangani. Parce que là-bas, on peut dire que là-bas, vous aurez un peu plus de chance pour... oui, donc ça veut dire que lorsque le problème se pose, lorsqu'on a la conscience nationale, que ce soit là où vous résidez ou bien à une autre, du moment que vous êtes national, eh bien, vous devez avoir une vue d'ensemble des problèmes du pays, extraire ce qu'on estime être les urgences capitales, et puis peut-être se concentrer là-dessus. Mais comme je vous dis, dans une législature, il est impossible, si vous voulez,
de déterminer ou de mettre fin à tous les problèmes du pays. D'accord. Mais vous êtes candidat député national, mais dans l'entretemps, la CENI éprouve quand même quelques contraintes, hein, entre autres les contraintes logistiques. Dans une lettre, la CENI a éprouvé, a fait quand même cette demande au niveau de la présidence en disant qu'il a besoin de 4 Antonov, 26 et 10 hélicoptères. Est-ce que cela rassure, est-ce qu'il y aura bel et bien élection face à toutes ces contraintes ici? Ben, vous savez, le problème de cette élection, je crois qu'il y a 2 organes principaux qui s'occupent de tous les détails de l'organisation de ces élections de 2023. Bien sûr, vous avez cité la CENI, mais la CENI, si vous voulez, c'est un organe technique qui dépend du gouvernement et qui détermine, si vous voulez, les besoins, le programme, etc. Et il a de l'autre côté le gouvernement du pays. Et jusqu'à présent, la CENI garantit qu'il y aura des élections le 20 décembre. Du côté gouvernement, je crois que c'est le même langage. Est-ce qu'on peut douter de ces deux, le gouvernement et la CENI? Je ne sais pas sur base de quoi on peut se baser pour dire que les élections n'auront pas lieu. Parce que jusqu'à présent, la CENI garantit que le 20 décembre, on va ouvrir les portes des élections. Et du côté gouvernement... Mais ça ne vous fait pas peur, en tant que candidat? Bon, c'est juste que peut-être 10 jours avant l'ouverture de porte de la CENI et que la CENI commence quand même à faire ces genres de demandes qui devaient être faites en amont. Mais madame, vous savez qu'une œuvre humaine ne peut jamais être parfaite. Et puis lorsque vous entamez une œuvre importante, sachez que il peut toujours y avoir, si vous voulez, des imprévus. S'ils vous disent qu'au lieu du 20, on va commencer le 25, quelle différence y a-t-il? Ou bien s'ils vous disent qu'au lieu du 20, bon, c'est décalé de 10 jours, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème majeur? Par contre, s'ils vous disent que non, ce n'est pas le 20 décembre de cette année, c'est plutôt le 20 décembre de l'année prochaine, là, il y a un problème majeur. Mais décaler un événement de 2 ou 3 jours, et même d'une semaine, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Pourvu que les raisons données puissent être des raisons palpables. Mais faudra-t-il encore que ces adversaires puissent accepter? Les adversaires, bon, les adversaires, il y en a toujours. Vous savez que même quand on leur garantit qu'il y aura des élections, il y en a toujours qui doutent. Et les doutes sont basés sur quoi? Il n'y a que eux qui le savent. Ils vont vous parler évidemment de ce dossier ou de cet autre. Maintenant, ils parlent des Antonov ou de ceci, cela. Mais ces Antonov, je crois quand même que la CENI et le gouvernement savaient très bien que pour déplacer le matériel qui est à l'intérieur du pays, il fallait une certaine logistique. Donc on suppose qu'ils ont pris parce que ce sont quand même des personnes responsables qui gèrent ces institutions. Donc on peut leur faire confiance. Mais face à cette demande, il y a quand même certains médias qui ont confirmé que le candidat Moïse Katumbi, qui est lui-même candidat à la magistrature suprême, au numéro 3, a confirmé qu'il est prêt à donner ses avions pour le déploiement des matériels. Ok, là vous parlez évidemment d'un candidat à la présidentielle et qui assure qu'il a des avions pour le faire. Mais la question qui se pose, c'est que tout le monde sait que le gouverneur, enfin disons, M. Katumbi a été gouverneur du Chaba pendant un certain nombre d'années. Et lorsqu'il a commencé sa carrière politique et tout ça, tout le monde le sait également. Est-ce qu'il peut nous dire ces avions qu'il possède, en quelle quantité et de quelle manière il a acquis ces avions? Vous avez déjà vu un candidat à une élection présidentielle en train de prêter ses avions à lui, à ceux qui organisent ces élections, et c'est pour arriver à quel objectif?
Est-ce qu'il peut nous dire comment il a acquis ces avions-là? Est-ce que c'est un héritage de son père ou de son grand-père? Mais il est accompagné quand même de quelques partenaires qui de lui quelques assurent. partenaires, bien sûr, oui. Et ces partenaires peuvent également lui prêter la main forte pour aider la République. Oui, aider la République, très bien. Mais aider la République de quelle manière et de quelle façon? D'abord, Katumbi lui-même devait d'abord résoudre les problèmes, n'est-ce pas, qu'il suscite à l'heure actuelle. Il y en a qui ont découvert qu'il a un passeport zambien qui a été utilisé dans plusieurs pays, etc. Eh bien, c'est un problème majeur pour la justice congolaise de voir de quelle manière cette personne peut continuer à jouir, n'est-ce pas, de son statut de candidat à la présidentielle. Est-ce que ce problème est résolu? Le problème n'est pas résolu, donc il ne faut pas venir compliquer la situation qui est déjà très compliquée pour lui avec cette histoire d'avion, comme s'il avait des avions en propriété ou bien s'il avait des avions à louer et l'argent qu'il va utiliser, etc. Ça fait encore une longue liste, n'est-ce pas, de problèmes qu'il se crée lui-même, parce que ces avions, il peut nous assurer quelle est l'origine de ces avions. Tout le monde parle d'un de ces avions qui avait fait un crash quelque part, ou M. Katumba Moi qui avait perdu la vie. Eh ben, c'était toujours un avion qu'on attribuait à M. Katumbi quand il était gouverneur du Katanga. Donc tout ça, ce sont des trucs qui sont en suspens, qui sont là. C'est une véritable nébuleuse, n'est-ce pas, de problèmes qui se trouvent autour de ce candidat. Alors il ne faut pas qu'ils viennent compliquer la vie comme si le gouvernement était incapable. Est-ce que le gouvernement a dit qu'il n'avait pas les moyens financiers pour louer des avions, quelque chose comme ça? Il ne s'agit pas des avions, il s'agit plutôt du matériel qui devait venir au pays et puis à partir du pays distribué à travers. Et jusqu'à présent, je ne crois pas que la CENI a exprimé vraiment un besoin réel de ce côté-là. Restons toujours. Et même s'ils ont posé un problème, est-ce que le gouvernement a dit qu'il est incapable de le faire? Et si le gouvernement était réellement incapable dans le cas hypothétique, mais si les élections sont reportées d'une année, tout simplement pour assurer la distribution du matériel, est-ce qu'il y a un drame? Et d'où viendrait ce drame? Parce que toute œuvre humaine est toujours imparfaite par définition. Si par définition, on arrive le 20, il y a des lieux qui ne sont pas servis, qu'on dise, bon, on va, disons, reporter tout ça de 5 jours ou d'une semaine ou de 10 jours. Est-ce que où se trouve le drame? Je ne vois pas de drame là-dedans. Pas des drames, mais des incertitudes. Nous restons toujours pour parler des incertitudes de ces élections. Il y a quelques candidats présidents de la République, entre autres Martin Fayulu, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baïndé, qui ont déposé une requête au niveau de la Cour constitutionnelle où ils ont pu relever quelques irrégularités de la centrale électorale. Est-ce que cela continue toujours à vous rassurer que cela ne puisse pas entraîner la CENI à pouvoir, par exemple, accepter leur requête au niveau de la Cour? Oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Il n'y a pas une œuvre humaine qui est parfaite. À supposer que cette requête qu'ils ont introduite auprès de la Cour constitutionnelle arrive avec une réponse qu'effectivement il y a des imperfections à gauche et à droite. À supposer que c'est tout simplement moi-même qui fais des spéculations, à supposer que la CENI dise oui, ok, il y a telle imperfection, nous avons besoin de 3, 4, 5 jours pour les corriger, donnez-nous 5 ou une semaine de plus. Quel est le drame? Donc je ne vois pas de drame extraordinaire, c'est tout simplement peut-être des incohérences ou des imperfections qui peuvent arriver. Et alors on peut toujours demander 3, 4 jours de plus, etc. pour les corriger. C'est moi qui fais des spéculations. Alors en ce moment-là, si les élections au lieu du 20, c'est le 25 ou le 30, est-ce qu'il y a
disons, un problème extraordinaire. Mais dans l'entretien, ses adversaires politiques, contre le PPRD, qui a donné un ultimatum au pouvoir en place en disant pas question de dépasser le 20 décembre. Donc si vous déplacez le 20 décembre, ça veut dire que vous déclenchez la guerre. Ok, ils vont déclencher la guerre. On sait que c'est le PPRD qui a organisé les élections de 2006, si je ne m'abuse. C'est encore le même PPRD qui a organisé les élections de 2011. Toujours le même PPRD qui a organisé les élections en 2018. Est-ce qu'ils peuvent me dire laquelle de ces trois élections n'ont pas connu de contestation? Et je peux vous dire même qu'il y en a eu des grandes et même de très grandes. Vous vous rappellerez qu'en 2006, l'élection présidentielle a créé si vous voulez, des conflits ouverts entre les deux candidats au deuxième tour de la présidentielle. Les gens se sont entretués, il y a des civils qui ont perdu la vie, etc. Donc vous voyez que le même PPRD aujourd'hui, qui peut donner des leçons aux autres, n'a pas été lui-même parfait quand il s'agissait de 2006, les élections de 2011. Mon président de l'UDP, M. Tshisekedi, avait gagné cette élection haut la main parce qu'on avait des preuves des résultats qu'il avait obtenus. Eh bien, on a passé outre, on a dit que c'est Kabila, etc. Et aujourd'hui, le même PPRD qui n'a jamais montré un bon exemple dans l'histoire, dans la période où il gouvernait le pays, et aujourd'hui qu'il puisse devenir des donneurs de leçons, je crois qu'il y a quand même à boire et à manger. Donc, c'est les mêmes personnes, n'est-ce pas, qui pendant des années ont marché avec des vêtements, n'est-ce pas, avec plein de saletés. Et aujourd'hui, ils viennent pour pointer les autres qui ont une tâche quelque part. Alors, pourquoi ne pas aller donner ces leçons à quelqu'un d'autre? Parce que dans ce pays, on a suivi ce qu'ils ont fait pendant plus de 18 ans. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a, si vous voulez écrire un livre sur les imperfections du PPRD pendant les dernières 18 années, eh bien, je peux vous assurer que vous pouvez écrire un ouvrage de plus de 1000 pages. Donc, il va venir pour dire que vous n'avez pas peur de menaces du PPRD. Et comment prévoyez-vous aujourd'hui la victoire de votre candidat Félix Antoine Tshisekedi à la Massaté suprême? Va-t-il remporter cette victoire face à un Katumbi qui est déterminé à le remporter? Ben, vous savez, dans une élection, celui qui décide, c'est le peuple. Du moins si la consultation est faite de manière régulière. Or, la population congolaise est grandie, ou plutôt a vécu des réalités de 18 ans de Kabila, parce qu'il a fait 18 ans au pouvoir à la tête du pays, avec les 5 dernières années de M. Félix Tshisekedi. Alors, dans ces 5 années, on peut constater quand même que la démocratie a fait quelque part de plus, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre d'aller à la télévision, etc., de dire certaines choses, ce qu'on ne pouvait pas faire du temps de Kabila. Vous avez la situation de l'Est du pays, que lui, le même Kabila a laissé dans un état déplorable et qui est en train de se décanter à l'heure. Vous avez ce programme de 145 territoires, et vous pouvez avoir le bilan, bien sûr, en 5 années. On ne peut pas tout faire, mais je peux vous garantir quand même que si on examine, on vérifie la liste de tout ce qui a été fait pendant, disons, ces 5 dernières années, du moins dans ces 145 territoires, eh bien, il y a de quoi se réjouir. Déjà à Kinshasa, selon qu'on regarde un hôpital comme Amayo, qui était pratiquement un hôpital abandonné, qui était presque en train de disparaître. Aujourd'hui, c'est un bijou et qui va être mis à la disposition de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Il y a des tronçons de route à gauche à droite. Vous avez Lenguessa, vous avez d'autres tronçons de route de plusieurs kilomètres, mais qui ont été mis en chantier
Et aujourd'hui, on peut s'imaginer. Vous avez à travers le pays des aéroports dans certains centres du pays qui étaient en fait des petits aéroports pour les petits porteurs et qui sont devenus aujourd'hui des grands aéroports. Et tout ça en 5 années de travail. Donc c'est pour vous dire que si ce monsieur, on lui donne la chance d'avoir encore 5 ans supplémentaires, parce que tous ces travaux dont je suis en train de parler là-bas, ça se réalise à côté d'un dossier qui est permanent, le dossier de la sécurité à l'est du pays, où l'armée nationale est impliquée, où les groupes armés sont impliqués, où le trafic de nos minéraux est impliqué, où il y a des malfaiteurs connus, si vous voulez, qui envahissent le pays. Donc pendant qu'on est en train d'affronter ces réalités de l'Est, il faut encore en plus de ça réaliser certains travaux d'année. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de bonne volonté. Et si on prolonge ce mandat de 5 années, je suis sûr qu'on peut faire un grand pas vers le développement du pays et surtout vers ce que nous appelons le bien-être social de la population. Une petite dernière question avant que vous me donniez un message à vos électeurs et à la population tout entière. Si aujourd'hui le président Félix Tshisekedi arrivait à briguer le deuxième mandat, pensez-vous qu'il sera en mesure d'éradiquer le groupe armé à l'est de la France? Bon, bien sûr, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème de l'Est existe bien avant ce qui est arrivé. Et vous savez que lorsqu'il est arrivé, lorsqu'on analyse la situation de manière objective, qu'est-ce qu'il a trouvé devant lui? Pratiquement toute la classe politique, y compris le et puis même les institutions provinciales, elles étaient à 90% kabylistes. Et comment il pouvait gouverner le pays en ayant devant lui évidemment cette majorité écrasante. Il a commencé d'abord par résoudre ce problème en créant cette fameuse Union sacrée. Ensuite, il fallait s'occuper de ce problème sécuritaire à l'est du pays. Ils sont aussi des problèmes très complexes. D'abord, disons, comment je peux dire, neutraliser tous ces groupes armés. Et puis ensuite, vous avez vu que ces groupes armés ont été pratiquement remplacés par le fameux M23, qui est pratiquement un groupe armé par le Rwanda. Et neutraliser ce groupe jusqu'à aujourd'hui, c'est une des grandes priorités du pays. Il fallait réaménager l'armée, il fallait la restructurer, etc. et dépenser des milliards pour la rendre effective, pendant que vous vous occupez également des problèmes sociaux. La gratuité scolaire, par exemple, on ne dit pas toujours ce qu'elle a pu coûter au pays, mais je vous assure qu'elle a coûté beaucoup d'argent. Alors quand vous avez tous ces dossiers sur la table et que vous devez les affronter le même jour et avec la même intensité, je peux vous assurer que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de bonne volonté et beaucoup de clairvoyance. Et aujourd'hui... Et la chance, c'est que, évidemment, le président est venu à intéresser le peuple et c'est devenu maintenant le problème du peuple congolais. Donc la contribution, la prise de conscience de ce peuple, c'est une grande contribution dans le gouvernement du pays et dans l'accomplissement de toutes ces promesses dont vous parlez. Donc c'est un problème, si vous voulez, d'organisation, un problème de leadership. Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si les troupes congolaises, c'est-à-dire le peuple congolais, sait qu'il est, parce qu'il a été façonné par les 30 années de Mobutu, les 18 ans de Kabila, ça fait quand même une cinquantaine d'années. Alors le pays a été façonné à l'image de toutes ces antivaleurs qui ont été amenées par ces deux régimes. Alors si vous devez maintenant affronter tout cela pour aérer le milieu, pour pouvoir atteindre cet état de droit et puis arriver à ce que nous appelons la prospérité nationale, eh bien, je peux vous assurer que c'est un travail de géant.
En guise de conclusion, Monsieur Alexis Moutanda, parce que nous sommes à la fin de notre émission, quel est le message que vous pouvez lancer à vos potentiels électeurs et à tous les Congolais en général? Eh bien, à tous les Congolais en général, je pourrais simplement leur dire qu'en 1960, lorsque nous avons eu, si vous voulez, notre liberté internationale, l'indépendance, eh bien, le peuple avait chanté, le peuple avait dansé. Parce qu'ils étaient contents, si vous voulez, de se débarrasser du colonialiste qui était là depuis des années. Et on a eu même la force de demander aux Belges de rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que le peuple, ou plutôt les Congolais, se sentaient capables de gérer leur propre destin. Il se fait que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 63 ans, qu'on chante l'hymne national dans lequel on dit « Par notre labeur, nous allons construire un pays plus beau qu'avant ». Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde autour de nous, eh bien, on ne voit pas un pays plus beau qu'avant. Au contraire, on a comme l'impression qu'on plonge. Mais je ne crois pas que c'est plus une raison pour se décourager ou bien pour désespérer. Il faut tout simplement que les Congolais puissent avoir confiance en eux-mêmes, qu'ils puissent utiliser toutes leurs capacités. Parce que construire un pays plus beau qu'avant, c'est comme construire un immeuble immense. Et cet immeuble immense, si vous voulez le construire, puisque nous avons 26 provinces, on peut imaginer la construction ou l'élévation, la réalisation d'un immeuble de 26 étages. Mais un immeuble de 26 étages, c'est énorme. Ça demande des fondations. Alors, nous avons un président qui s'appelle déjà Fatou Béton. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce béton pour justement élaborer ces fondations qui ont besoin d'être aussi solides que possible? Mais je dis toujours aux gens qu'un béton, il faut le voir plutôt, lorsqu'on parle de béton, c'est un produit fini. Mais pour avoir ce produit fini, si vous entrez à l'intérieur, vous verrez que dans ce béton, il y a du sable, il y a du ciment, il y a la caillasse, il y a le fer à béton, il y a le bois de coffrage, il y a les maçons qui interviennent. Eh bien, c'est pour vous dire que ce béton dont on a besoin pour élever cet immeuble immense, eh bien, c'est l'ensemble de toute la population congolaise. Parce que si les journalistes se mettent ensemble, apportent du sable, si les politiciens de leur côté apportent ceci, si la société civile apporte cela, les uns peuvent apporter du sable, les autres le ciment, et ainsi de suite. Et les numéros aussi, hein, les numéros. Oui, bien sûr. Alors, vous voyez ça, c'est pour élever ce bâtiment. Alors, le numéro, puisque vous en parlez, eh ben, c'est un nombre qui, je dis toujours à mes électeurs que c'est un numéro du peuple lui-même. Parce que vous savez, c'est un nombre qui m'a été attribué par la CENI, je ne suis pour rien. Mais lorsque vous analysez 981, vous verrez d'abord que 8 plus 1, ça fait 9. 9 moins 8, ça fait 1. 1 plus 8, ça fait 9. Donc vous voyez que les chiffres qui tournent autour de 9. Alors si nous allons plus loin, nous demandons à nos amis qui sont dans le football et tout ça, dans une équipe de football professionnelle, eh bien, vous avez toujours un gardien qui porte le numéro 1. Le gardien porte le numéro 1 parce que c'est le numéro 1 qui est la défense, c'est le numéro 1 qui ne permet à personne de venir faire des buts de son côté. Donc nous avons le numéro 1 qui est le gardien des filets et je vous garantis que si dans nos filets, nous-mêmes, nous construisons un mur en béton, et bien même les pénaltys tirés n'entreront pas. Alors le numéro 8, vous allez au centre du terrain, et bien, vous arrivez à trouver tous les joueurs en train de jongler avec la balle pour tromper la vigilance de l'adversaire. Et une fois qu'on glisse la balle vers le numéro 9, et bien là c'est le but tout fait. Et vous pouvez voir évidemment tous les stades se mettre debout et applaudir et vous rentrez à la maison avec la victoire. Or, le peuple congolais, c'est un peuple victorieux parce que jusqu'à présent, il a vaincu
le découragement, il a vaincu les choses, l'intervention des autres. Et aujourd'hui, il prend la canne pour se mettre debout et chanter ce que nous disons, le debout congolais pour la victoire, et aller évidemment vers... parce que vous savez, si je peux me prendre encore une minute, le pays, ou plutôt le monde entier aujourd'hui est devenu un grand village. Tout à fait. Alors nous voulons que dans ce grand village, la maison ou la case qui habite la RDC puisse être une case qui est respectable, une case qui est jouée, si vous voulez, vers le succès et qui peut aller plus loin. Donc le peuple congolais ne peut pas se décourager des misères actuelles. Il doit tout simplement regarder l'avant, avoir confiance en lui-même, travailler dur pour construire un pays plus beau qu'avant. En tout cas, monsieur Alexis Moutanda, je vous dis merci de nous avoir acceptés chez vous et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de vous être déplacé jusqu'ici. En tout cas, chers téléspectateurs, vous avez suivi là notre invité Alexis Moutanda Ngoïmwana. Avec lui, nous nous sommes entretenus beaucoup plus sur sa candidature et aussi sur des questions qui taraudent les esprits de Congolais. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette émission Débat ouvert. Et nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir.